Bonjour, je m'appelle Anne. Ma famille n'a pas remarqué quand j'ai quitté l'État. Ou peut-être qu'ils l'ont remarqué et qu'ils s'en fichaient tout simplement. Je n'ai pas été invité à la fête de fiançailles de ma sœur. Pas même un message. Mais quand le mariage est arrivé, mon père a appelé non pas pour demander, mais pour ordonner. Rentre à la maison, a-t-il dit. Tiens-toi là. Souris. Fais en sorte que la famille ait l'air parfaite. Et quand j'ai dit non, il a menacé de me couper les vivres. Ce qu'il ne savait pas? Je gagne plus que tous réunis. Mais voici ce qui fait le plus mal, je n'ai pas été renié ce jour-là. J'avais été effacé bien avant. Et le jour où leur mariage parfait s'est effondré est le jour où ils se sont enfin souvenus de mon nom. Avant de plonger dans le vif du sujet, dites-moi, à quelle heure écoutez-vous ceci et où êtes-vous? Laissez un commentaire. Je les lis tous. Je me demandais souvent si le silence pouvait être assourdissant. Si l'absence de mots, l'absence d'inquiétude, pouvait résonner à vos oreilles plus fort que des cris. Il y a 6 mois, j'ai déménagé du Texas en Californie, et pas une seule personne de ma famille ne l'a remarqué. Pas mon père. Pas ma mère. Pas ma sœur, Céline, dont ils organisent le mariage comme si c'était l'événement social de l'année. Je suis parti discrètement, j'ai fait mes valises, j'ai signé le bail d'un petit appartement à San José, et j'ai commencé un nouveau travail. Personne n'a demandé où j'étais. Personne ne s'en souciait. Et d'une manière ou d'une autre, cela m'a fait plus mal que je ne l'admettrai jamais. J'ai regardé autour de mon appartement à moitié vide, la lumière du soleil filtrant à travers des stores que je n'avais jamais pris le temps de remplacer. L'endroit ressemblait à une maison de transition entre qui j'étais et qui je voulais être. Des boîtes étaient alignées sur le sol, chacune fermée avec du ruban adhésif comme une promesse que je me faisais. J'avais décroché un nouveau poste dans une entreprise de logiciels. À distance, bien payé, le mien. Je n'avais plus besoin d'être le décor de quelqu'un. Le bruit du ruban adhésif que l'on déchire remplissait le silence. Le genre de silence auquel je m'étais habitué. Le genre de silence où personne n'appelle, non pas parce qu'on vous laisse de l'espace, mais parce qu'on a oublié que vous existez. Je me suis accroupi à côté de la dernière boîte ouverte, pliant mon vieux sweat à capuche, celui que je portais chaque Thanksgiving à la maison, assise dans un coin pendant que tout le monde louait Céline pour quelque chose. Un nouvel emploi, un nouveau petit ami, sa dernière séance photo. J'avais été en arrière-plan pendant si longtemps que j'avais presque oublié ce que c'était que d'être autre chose. C'est à ce moment-là que mon téléphone a sonné. C'était il y a 2 jours. Son nom ne s'est même pas affiché à l'écran, juste appelant inconnu. Et pourtant, d'une manière ou d'une autre, je savais. J'ai répondu. Anne. La voix de mon père, sèche et impatiente. Il n'a pas demandé comment j'allais. Il n'a pas demandé où j'avais été. Il a juste prononcé mon nom comme si c'était une tâche qu'il était en retard pour terminer. Le mariage de Céline est le mois prochain. Tu rentreras à la maison. Pas une question, juste un ordre. Pourquoi? Tu sais pourquoi. Son ton a baissé comme s'il parlait à un enfant. Tu te tiendras à côté de ta sœur. Tu souriras. Tu feras partie de la photo de famille. Les invités s'attendront à voir tout le monde ensemble. Nous devons paraître parfaits. Paraître parfait, pas être parfait. Ne pas être une famille. Faire comme si c'était une séance photo, pas un mariage. Comme si j'étais un accessoire de scène. Il a continué à parler, énumérant les horaires de vol, les dates, comme si ma présence était acquise, comme si mon absence pendant 6 mois était une anomalie, quelque chose qu'il pouvait corriger avec une photo de famille. Je suis resté là, le téléphone froid contre mon oreille, le cœur battant d'une manière que je ne reconnaissais pas. Pas de la peur, pas de la tristesse, quelque chose de plus lourd. Je ne viendrai pas, c'est sorti plus bas que je ne l'avais prévu. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas expliqué. Je n'ai pas supplié d'être comprise. J'ai juste dit non. Pendant quelques secondes, le silence s'est étiré entre nous. Puis il a aboyé, ne sois pas ridicule, Anne. Tu viendras. Tu viens toujours. Pas cette fois. J'ai raccroché. Après cet appel, je suis resté debout au milieu de mon appartement pendant un long moment. Ma respiration semblait anormale, trop superficielle. Mes mains tremblaient, non pas de peur, mais de quelque chose que je ne pouvais pas nommer. J'ai pressé mes paumes contre mes cuisses et me suis murmuré à moi-même,
essayant de me souvenir comment calmer mon propre rythme cardiaque. Pourquoi dire non semblait-il si étrange? Comme si je trahissais une version de moi-même qui était restée silencieuse, qui était restée obéissante pendant bien trop longtemps. J'ai fermé la dernière boîte avec du ruban adhésif. Personne n'avait demandé où je vivais depuis 6 mois. Ni mon père, ni Céline, ni ma mère. Et d'une manière ou d'une autre, je savais qu'ils ne se souviendraient pas de mon adresse même si je la leur donnais. Je me suis assise sur le parquet, les derniers rayons de soleil filtrant à travers mes stores poussiéreux. J'aurais dû me sentir libre. Mais au lieu de cela, j'avais l'impression que quelque chose à l'intérieur de moi s'était fissuré, et je n'étais pas sûr si cela se brisait ou se réparait. J'ai murmuré à personne, je ne pense pas qu'ils sachent même où j'habite maintenant. Je suis restée assise par terre, regardant les boîtes scotchées comme si elles pouvaient me répondre. Les mots que je venais de murmurer sont restés dans l'air plus longtemps qu'ils n'auraient dû. Ce n'était pas seulement que ma famille ne savait pas où je vivais, c'était qu'elle s'en fichait. Pas avant d'avoir besoin de quelque chose de moi. Pas avant que le mariage de Céline ne devienne la prochaine chose qui devait paraître parfaite. C'est à ce moment-là qu'ils se sont souvenus que j'existais. Pas en tant que personne, pas en tant que leur fille, mais en tant qu'accessoire. Je me suis relevé lentement, époussetant mes jeans. Un rire sec m'a échappé. Ils n'ont même pas remarqué que j'ai déménagé. Mais maintenant, on a besoin de moi comme décoration. Mon appartement m'a semblé tout à coup trop petit. Je suis allé à la cuisine, me suis versé le reste du café froid dans la cafetière, et suis resté là, appuyé contre le comptoir. Le goût amer correspondait à quelque chose dans ma gorge. Il y a 3 mois, je regardais mon téléphone comme un samedi normal. Je me souviens du moment exact où mon estomac s'est noué. C'était là, clair comme le jour sur la page Facebook de maman, la fête de fiançailles de Céline. Des photos, des vidéos, toute la famille rayonnante, alignée comme sur une page de magazine. Célébrons notre famille parfaite et le prochain chapitre de Céline, disait la légende. 57 photos. Pas une seule de moi. Mon nom n'était pas mentionné. Personne n'a appelé, pas de texto, rien. Le lieu avait l'air cher. Une salle de bal d'hôtel décorée en or et blanc. Flûte de champagne, caviar sur des craquelins, tout le tralala. Je n'avais même jamais entendu parler de cet endroit. Les invités posaient avec mes parents comme s'ils étaient des célébrités. Céline portait la robe que maman avait toujours voulu qu'elle porte, épaules dénudées, taille cintrée, cheveux relevés pour montrer les pommettes saillantes. Papa se tenait à côté d'elle, sa main sur son épaule comme s'il revendiquait un territoire. C'est à ce moment-là que j'ai su. Je n'étais pas oublié. J'étais effacé. J'ai posé mon téléphone ce jour-là et suis restée assise, à ne rien regarder pendant un long moment. Et le pire? Je n'étais pas surprise. Plus tard dans la soirée, Sarah et Mike sont venus. Je n'avais pas prévu de leur dire quoi que ce soit, mais je pense que Sarah l'a vu sur mon visage avant même que je ne dise un mot. Elle l'a toujours fait. Elle s'est assise sur le canapé à côté de moi, attendant que je parle. Il y a eu une fête, ai-je dit d'un ton plat. La fête de fiançailles de Céline, a demandé Mike en fronçant les sourcils. J'ai hoché la tête. Les sourcils de Sarah se sont froncés. Et tu n'y es pas allé? Je n'étais pas invité. Mike a juré doucement entre ses dents. Sarah a juste murmuré, oh, Anne. J'ai secoué la tête, essayant d'avaler la boule qui se formait dans ma gorge. Maman l'a posté partout. Sarah s'est penchée comme si elle voulait réparer quelque chose. Pourquoi n'appelles-tu pas ta mère pour lui demander pourquoi? Demande-lui juste. Parce que je sais ce qu'elle dira. Je n'ai pas eu besoin d'y réfléchir. Elle dira, oh, ça? Ce n'était pas grand-chose. C'est comme ça que ça fonctionnait toujours. Prétendre que rien ne s'était passé. Prétendre que je surréagissais. Prétendre que je n'étais pas la fille invisible sur chaque photo. Mike s'est agité, mal à l'aise. Tu aurais dû être là, Anne. Vraiment, ai-je demandé, trop fatigué pour faire semblant. Je suis restée silencieuse après ça. Dans les semaines qui ont suivi la fête, alors que je mettais ma vie en boîte et que je me préparais à un nouveau départ que personne ne remarquerait, autre chose m'est apparue. Personne dans ma famille ne savait ce que je faisais comme travail. Personne n'a demandé. 2 semaines avant la fête de fiançailles de Céline, j'avais été promu. Chef de produit senior, un salaire à 6 chiffres. Mon entreprise m'avait même présenté dans sa newsletter trimestrielle.
Je suis restée assise là une nuit, regardant le certificat encadré sur mon bureau, et j'ai murmuré les mots que je n'avais jamais prononcés à voix haute. Je gagne plus que tous réunis. Ce n'était pas de la fierté. Ce n'était même pas du soulagement. C'était une prise de conscience. Leur approbation n'était plus nécessaire. Leurs opinions n'étaient pas une monnaie dont j'avais besoin. Je n'étais plus l'enfant qui attendait la permission d'exister. J'ai passé une main dans mes cheveux, regardant mon appartement à moitié emballé comme si je pouvais y trouver des morceaux de moi-même que j'avais perdus au fil des ans. Peut-être qu'ils ne m'ignoraient pas. Peut-être qu'ils avaient réécrit l'histoire de la famille sans moi. Peut-être que je n'avais jamais été en arrière-plan. Peut-être que j'avais été complètement coupé au montage. J'ai baissé les yeux sur mon téléphone. Le dernier message vocal de papa était toujours là, non ouvert. Il n'avait pas appelé pour savoir comment j'allais. Il avait appelé pour donner un ordre. Et quand j'ai dit non? Le silence. Et puis ils ont osé me demander de prétendre que je fais partie de cette histoire, ai-je dit. Je suis resté debout dans ma cuisine plus longtemps que prévu. Le silence dans cet appartement semblait plus fort que jamais. Peut-être parce que pour la première fois, j'ai enfin compris que ce n'était pas un accident. Le silence avait toujours été là. Je n'étais juste pas prête à l'admettre. Pas jusqu'à maintenant. Ils n'ont jamais voulu de moi. Pas vraiment. J'étais juste quelque chose de pratique, quelque chose qui pouvait se tenir en arrière-plan en cas de besoin. J'ai ramené le café froid dans le salon, m'asseyant par terre, le dos contre la même boîte que j'avais emballée ce matin-là. Mes doigts traçaient les bords du carton, stables mais distants, comme si mon corps bougeait, mais mon esprit s'était éloigné. Je me suis souvenu d'un autre type de boîte. J'avais 9 ans. C'était la première fois que je pensais que mon père pourrait peut-être être fier de moi. Il y avait un petit concours de robotique au centre communautaire d'Austin. J'avais construit cette machine maladroite et clignotante qui fonctionnait à peine, mais d'une manière ou d'une autre, j'avais gagné. Je me souviens comment mes mains tremblaient quand ils m'ont remis ce trophée en plastique. Grand-mère était la seule à s'en soucier. Elle m'a emmené manger une glace. Elle a dit que nous devrions écrire une lettre de remerciement à mon père. Elle pensait qu'il voudrait en entendre parler. Je me suis laissé la croire. Nous nous sommes assises à sa table de cuisine. Je me souviens du papier peint jaune derrière elle, de l'odeur de son café. Elle m'a aidé à épeler les mots. J'ai écrit qu'il me manquait, que je voulais qu'il vienne au prochain concours. J'ai donné la lettre à ma mère ce soir-là. Elle y a jeté un coup d'œil, puis l'a jetée à la poubelle comme si c'était du courrier indésirable. Nous sommes trop occupés à planifier le banquet de football de David, a-t-elle dit si nonchalamment, comme si j'aurais dû le savoir. C'est à ce moment-là que j'ai appris, arrête d'espérer. J'ai penché la tête en arrière contre la boîte maintenant, les yeux fermés. Tant d'années plus tard, je pouvais encore me souvenir du son que la lettre avait fait en touchant le fond de cette poubelle. Il y a quelques jours, grand-mère m'avait appelé. Sa voix semblait plus fine maintenant, plus âgée. Elle a demandé si j'avais reçu l'enveloppe. Au début, je ne savais pas ce qu'elle voulait dire. Puis elle est arrivée. Un faire-part de mariage envoyé à son adresse par erreur, probablement parce que ma mère avait oublié où je vivais. Me l'avait fait suivre, pensant, espérant, que c'était personnel. Mais l'enveloppe n'avait même pas mon nom. Il était écrit, aux membres de la famille Creed en Californie. J'avais tenu cette enveloppe dans mes mains pendant près d'1 heure. Ni en colère, ni triste, juste vide. J'ai tracé les lettres imprimées, lisses et impersonnelles. Membre de la famille. Je ne valais même plus un nom. Le faire-part était lourd, en cartonné coûteux, de couleur crème avec des lettres dorées, embossées avec les initiales de Céline et de son fiancé en cursive en haut. Je me souviens avoir tenu ce faire-part au-dessus de la poubelle, la main tremblante. Mais je ne l'ai pas laissé tomber. D'une manière ou d'une autre, le jeter me semblait trop proche de terminer quelque chose que je n'étais pas prête à finir. Au lieu de cela, je l'ai laissé sur mon bureau, simplement posé là, me fixant comme une preuve que je n'avais rien imaginé de tout cela. J'ai essayé de ressentir quelque chose. De la rage, du chagrin, n'importe quoi. Mais rien n'est venu. Ce n'était pas de la colère. Ce n'était même pas de la tristesse. C'était du vide. Un espace creux où quelque chose aurait dû être. Et cela me terrifiait plus que tout. Je me suis demandé, pour la première fois, si j'avais peut-être tout mal compris. Et s'il ne m'avait pas simplement ignoré?
Et s'il n'avait jamais voulu de moi? Et si toute mon enfance n'avait pas été de la négligence, mais un rejet silencieux? J'ai pensé à toutes ces années passées à me tenir derrière David et Céline sur chaque photo, toujours un peu trop à gauche ou à droite, de sorte que l'épaule ou le coude de quelqu'un me coupait du cadre. Personne ne l'a jamais remarqué. Pas même moi. Ce n'est qu'en vieillissant que j'ai réalisé qu'il m'avait peut-être coupé au montage depuis le début. Pas de manière dramatique, pas d'une manière qui paraissait cruelle, juste un choix silencieux et délibéré de me rogner de leur histoire. Et maintenant, il l'avait enfin officialisé. Je me suis levé lentement et j'ai traversé l'appartement jusqu'à l'endroit où le faire-part était toujours posé. Je l'ai repris, j'ai senti son poids une fois de plus. Ma voix ressemblait à peine à la mienne quand j'ai murmuré, ils m'ont effacé. Officiellement. Je suis resté assise là, à regarder le faire-part sans nom, mes doigts traçant encore et encore le bord rugueux de l'enveloppe, comme si elle pouvait soudainement épeler mon nom si j'attendais assez longtemps. Cette pensée était presque drôle de la manière dont l'humour noir vous empêche de craquer. Je n'ai pas bougé. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai même pas cligné des yeux. C'est à ce moment-là que mon téléphone a sonné. Je n'ai pas regardé l'écran. Je n'en avais pas besoin. Une seule personne m'appelait encore sans envoyer de texto d'abord. Une seule personne supposait que je décrocherais toujours. J'ai répondu sans dire un mot. Il y a eu un silence pendant une seconde. Puis sa voix. Je suppose que tu as reçu le faire-part. Je n'ai pas répondu. Ne commence pas avec cette attitude, Anne. On a besoin de toi à la maison. Le mariage de Céline est le mois prochain. Il est temps d'agir comme un membre de cette famille. Toujours, je n'ai rien dit. Son ton s'est durci. Ne me force pas à t'expliquer en détail. Tu es la cride manquante. Nous t'avons laissé dériver assez longtemps. Ta sœur a besoin de toi là-bas. J'ai finalement parlé, mais ma voix est sortie trop doucement. Pourquoi? Une pause. Puis il a ri, un rire bref et sans humour. Pour les apparences, bien sûr. Tu es une cride, et nous devons avoir l'air d'une seule famille. Pour les apparences. J'ai senti quelque chose bouger en moi, un fil qui se casse. Pas bruyamment, silencieusement, comme un pont qui s'effondre quelque part au loin. J'ai avalé la réponse que je voulais donner et j'ai murmuré à la place, alors c'est tout ce que je suis maintenant. Sa voix, plus froide que je ne m'en souvenais, a claqué dans le récepteur. Si tu n'es pas dans cet avion dans 2 semaines, ne te donne pas la peine de rappeler ce numéro. Il a raccroché. J'ai laissé le silence s'installer comme de la poussière. L'écran est devenu noir, reflétant mon propre visage. Je le reconnaissais à peine. 3 jours ont passé. Je ne lui ai pas répondu. Je ne me suis pas expliqué. Je ne me suis pas excusé. J'ai simplement existé. Je suis allé au travail, j'ai répondu au courriel, j'ai conduit dans les embouteillages pour rentrer chez moi comme n'importe quel autre adulte en Californie, menant une vie que personne d'autre ne remarquait. Jusqu'à ce que le message arrive. Il est arrivé tard dans la soirée alors que j'étais assise dans mon appartement, écoutant à moitié le bourdonnement du réfrigérateur. Juste un simple texto, juste 13 mots. Si tu refuses de venir, tu seras retiré du testament. Pas de signature, pas de salutation, pas de point d'interrogation. Je l'ai regardé si longtemps que mon écran s'est assombri. Et puis j'ai ri. Pas un rire joyeux. Pas même un rire amer. C'était sec, creux, silencieux. Il pensait que j'étais resté toutes ces années pour l'argent. Je me suis penché en arrière dans ma chaise et j'ai murmuré à personne, il pense que ça m'importait. Je gagne plus d'argent que tous réunis. Je savais que ce n'était pas quelque chose dont on pouvait se vanter. Je ne l'avais jamais dit à personne. Mais à ce moment-là, cela semblait important. Pas comme de la fierté, comme de la liberté. Mon père pensait que l'héritage était un levier. Il pensait que l'argent achetait la loyauté. Peut-être pour David, pour Céline. Pas pour moi. Et cette prise de conscience, c'est à ce moment-là que la tristesse s'est fissurée. Ce n'était plus du chagrin. Ce n'était plus de la déception. C'était quelque chose de plus simple, de plus froid. Je n'étais pas triste. J'étais en colère. J'ai regardé ce texto, cette simple menace de m'effacer financièrement après m'avoir effacé émotionnellement pendant des décennies, et j'ai senti la plus étrange clarté s'installer en moi. Comme un brouillard se levant d'un littoral que j'avais mémorisé mais jamais osé cartographier.
Pour la première fois de ma vie, je les ai vus pour ce qu'ils étaient. Pas une famille, juste des gens qui voulaient contrôler leur narration. Et je n'étais plus un personnage dans leur histoire. J'ai posé mon téléphone doucement, presque respectueusement, comme s'il avait livré le message final que j'avais besoin d'entendre. Puis je me suis levé et je suis allé à la fenêtre. Dehors, sans j'oser clignoter au rythme tranquille d'une ville qui ne connaissait pas mon nom. Qui s'en fichait? Et pourtant, pour la première fois, cet anonymat ressemblait à de la sécurité. J'ai murmuré à voix haute à personne, il pensait que l'argent achetait mon silence. Et j'ai souri. Je me souviens être assise là ce matin-là, la lumière du soleil filtrant à peine à travers les stores, mon téléphone toujours dans ma main après son dernier message. Ça aurait dû faire plus mal. Ça n'a pas été le cas. C'était ça, la partie étrange. Je n'étais plus triste. Je n'étais plus rien. Le silence n'était pas une reddition. Ce n'était pas une faiblesse. Quelque part entre cette dernière menace et ce matin froid, le silence s'était transformé en autre chose. C'était devenu une stratégie. J'ai regardé autour de mon appartement, ses murs nus maintenant, les boîtes à moitié scellées et attendant près de la porte. Je ne savais même pas où je déménageais ensuite. Pas vraiment. La liberté semblait facile jusqu'à ce que vous la teniez. On aurait dit du verre fragile, facile à laisser tomber. Je me suis dit que je voulais de la distance, de l'espace par rapport à eux, par rapport à tout. Puis mon téléphone a sonné. L'identifiant de l'appelant n'affichait qu'un seul mot, Inz. Je l'ai laissé sonner une fois avant de répondre. Sa voix était fine, pas comme celle de la femme forte dont je me souvenais. Anne, ma chérie. Elle a hésité. Je l'ai entendu prendre une inspiration, et je savais que ce qui allait suivre n'était pas anodin. Je voulais être celle qui te le dit avant que tu ne l'apprennes par quelqu'un d'autre. J'ai fermé les yeux. Dis-moi. Ils t'ont retiré. J'ai froncé les sourcils. Retiré de quoi? Du registre familial, de l'église, des documents de propriété. Ton nom a disparu. Comme si tu n'étais jamais né. Je n'ai pas parlé. Je ne pouvais pas. Sa voix s'est brisée quand elle a ajouté, tu n'existes plus pour eux, Anne. J'aurais dû pleurer, mais tout ce que je ressentais était une étrange clarté creuse, comme si quelque chose qui avait été confus et douloureux en moi s'était enfin mis en place. C'est à ce moment-là que j'ai cessé d'être triste. Nous sommes restés en ligne comme ça pendant un moment. Aucune de nous n'a dit autre chose. Finalement, je l'ai entendu murmurer, « Je suis désolé », avant que l'appel ne se termine. Je suis resté assise là, à regarder les boîtes, ne pensant à rien du tout. Des heures ont passé. J'ai dû bouger à un moment donné parce que je me suis retrouvé recroquevillé près du canapé, mon ordinateur portable ouvert devant moi, connecté à un compte de réseau social que j'utilisais rarement. Pas le mien. Celui d'un cousin, assez éloigné pour être inoffensif. Et c'est là que je l'ai vu, une photo. Céline souriant à un brunch de charité. La légende ne me mentionnait pas. Bien sûr que non. Mais les commentaires, c'est là que j'ai trouvé les vrais dégâts. Pauvre Céline. Ça doit être si dur avec les crises de sa sœur. J'ai entendu dire qu'elle a fait des allers-retours en clinique. Que Dieu bénisse la famille pour gérer ça avec tant de grâce. J'ai fait défiler. Plus de la même chose. Des parents éloignés, de vieux amis de mes parents, des voisins qui se souvenaient à peine de moi, tous chuchotant le même mensonge. Mon absence n'était pas un effacement, c'était une dépression. Mon silence n'était pas un rejet, c'était un traitement. J'ai fermé l'ordinateur portable. Il ne faisait pas que m'oublier. Il me remplaçait. Il voulait que les gens croient que j'étais parti parce que j'étais brisé. Plus facile d'avoir pitié de la sœur disparue que d'expliquer pourquoi elle ne s'était pas présentée à la fête de fiançailles ou au mariage. Je me suis assise par terre, serrant mes genoux contre ma poitrine, et pour la première fois depuis des semaines, je me suis permis de poser la question que j'évitais. Le silence était-il le mauvais choix? Les avais-je laissés gagner? Peut-être que je faisais la morte dans une guerre que je n'avais même pas commencée. Je suis resté là jusqu'à ce que le ciel dehors passe du bleu au gris. Je n'ai allumé aucune lumière. À un moment donné, mon téléphone a de nouveau vibré. Pas un appel, juste un message de mon père. Si tu refuses de venir, tu seras retiré du testament. J'ai ri, pas fort, pas avec humour, juste un son creux et à bout de souffle. C'est ce qu'il pensait.
Il pensait que j'étais restée silencieuse pour l'argent. J'ai regardé mon appartement vide, la petite vie que j'avais construite, la carrière dont ils ne m'avaient jamais parlé, le salaire à 6 chiffres dont ils ignoraient même l'existence. Et j'ai réalisé quelque chose avec une clarté que je n'avais pas ressentie depuis des années. Je ne voulais pas de leur argent. Je ne voulais pas de leur approbation. Ce que je voulais, c'était qu'ils regrettent de m'avoir sous-estimé. Ils m'avaient effacé sur le papier, sur les listes de l'église, dans les cercles de commérage. Mais j'étais toujours là. Et le silence n'était pas une reddition. C'était le début d'autre chose. Ils m'ont effacé exprès. Cette pensée tournait dans mon esprit comme de la fumée emprisonnée dans un verre. Mais la fumée se dissipe. Celle-ci, non. Elle s'épaississait, lourde, suffocante, jusqu'à ce que la clarté se fraye un chemin. Ils me traitaient comme si j'étais déjà parti. Mais je ne le suis pas. Je me suis assise sur le bord de mon lit, le faire-part sans nom toujours sur mes genoux. Le silence de mon appartement n'était plus réconfortant. Il ressemblait à un verdict. Je l'ai laissé persister un instant de plus que je n'aurais dû avant de me lever, presque mécaniquement. S'ils voulaient le silence, je leur donnerais quelque chose de mieux. Des preuves. 2 jours se sont écoulés avant 15 n'appelle à nouveau. Sa voix s'est brisée avant qu'elle ne parle, et quand elle l'a fait, ce n'était pas le ton chaleureux et rassurant que je connaissais. C'était de la peur. Anne, il y a quelque chose que tu dois savoir. Je me suis appuyé contre le comptoir de la cuisine. Vas-y. Elle a hésité, puis s'est effondrée, les mots dévalant entre des respirations superficielles. Il y a des années, ton père m'a demandé de co-signer des documents. Il a dit que c'était de la paperasse, des mises à jour standards. Après le décès de ton grand-père. Je lui ai fait confiance. J'ai signé. Une pause. La maison à Austin, celle que tes économies universitaires ont aidé à rénover, elle est au nom de Céline maintenant. Légalement, tu n'en possèdes pas une brique. Je n'ai pas parlé. Le silence ne venait pas du choc. C'était quelque chose de plus froid. A murmuré, je ne savais pas un juron. J'ai fermé les yeux. Je te crois. Son souffle s'est coupé. Je t'envoie les documents par la poste. Tu dois voir par toi-même. J'ai hoché la tête, bien qu'elle ne puisse pas voir. D'accord. Ma chérie, je suis tellement désolé. J'ai raccroché avant que les excuses ne m'enterrent. Je suis resté debout au centre de mon appartement, immobile, pendant ce qui a semblé des heures. Peut-être que ce n'était que des minutes. Je ne pouvais plus faire la différence. Ma poitrine ne me faisait pas mal. Mes yeux ne piquaient pas. Peut-être qu'ils avaient gagné. Cette pensée est venue plus silencieusement que les autres. Et pendant un instant, j'ai failli la laisser s'installer. Mais ensuite, on a frappé. Pas à ma porte, sur mon téléphone. Un message d'Inz. Une photographie. Une page numérisée. Son en-tête était sans équivoque, dernière volonté et testament. Son texto de suivi, tremblant mais clair, j'ai trouvé ça dans la boîte de ton grand-père, caché sous de vieux dossiers fiscaux. Je me suis assise lourdement, fixant l'image. Dans le testament original, je n'étais pas nommé comme une réflexion après coup, ni comme une clause de charité, mais comme une égale. J'ai relu les noms, plus lentement cette fois. David Creed. Céline Creed. Anne Creed. J'étais là. Inz a appelé avant que je puisse répondre à la photo. C'est authentique, Anne. Ton grand-père ne t'a jamais retiré. Ton père, il a falsifié la mise à jour après sa mort. Les mots sont venus comme des faits de la part d'Inz, mais pour moi, ils ont atterri comme découlants et délibérés. Je n'ai rien dit. Anne, que veux-tu que je fasse? Ma voix est revenue, stable. Numérise chaque page. Envoie-les-moi. Elle a sangloté doucement, puis a promis, je le ferai. L'appel s'est terminé. Je suis restée assise, immobile, du genre d'immobilité qui ne vient pas de l'épuisement, mais de la décision. Laissez-les parler. Laissez-les publier. Laissez-les répandre leur commérage. Parce que maintenant, j'avais quelque chose de plus fort. J'ai pris la pile de documents sur la table de ma cuisine. Le courrier express était arrivé, maintenant éparpillé comme les débris de ma vie antérieure, transfert de propriété, relevé bancaire, suppression du registre de l'église, et maintenant, le testament original,
tout étalé devant moi. J'ai attrapé mon téléphone, fait défiler jusqu'à un nom que je n'avais pas utilisé depuis des années, Liam Ashberry. Pas un ami, plus maintenant, mais un avocat. Il m'avait dit un jour lors d'une amère réunion d'anciens élèves, quand la famille te trahit, le papier gagne. Je lui ai envoyé 4 mots par texto, es-tu toujours discret? Quelques minutes plus tard, sa réponse est arrivée. Pour toi, toujours. J'ai expiré, longuement et lentement. Alors j'ai besoin d'aide. Sans demander pourquoi, il a répondu, envoie-moi tout. J'ai passé les 3 heures suivantes à numériser, trier, nommer des fichiers. Mes doigts ont tremblé une fois, à mi-parcours, lorsque les pages numérisées d'un se sont chargées. Mon nom à l'encre noire à côté de celui de mes frères et sœurs. Je n'étais pas manquante. Ils m'ont effacé exprès. Mais maintenant, j'avais la preuve que j'avais autrefois existé. Et les preuves ont du poids. Le silence n'en a jamais eu. J'ai tout compilé dans un dossier. Liam a de nouveau envoyé un texto. Reçu. J'examine ça ce soir. On se parle à l'aube. J'ai posé le téléphone. Puis je suis restée assise, les yeux ouverts mais sans fixer, jusqu'à ce que la nuit cède la place au matin. Des traces écrites. C'est ce à quoi il ne s'attendait pas. Pas de ma part. Pas de la part de la fille qu'il pensait avoir disparu dans le silence. Je me suis assise à ma table de salle à manger ce matin-là, l'ordinateur portable ouvert, la lumière du soleil filtrant à travers des stores à moitié tirés. Mon café était devenu froid il y a des heures, mais je m'en fichais. Ce qui importait, c'étaient les documents numérisés, les courriels de l'avocat et la guerre silencieuse que j'étais enfin prête à mener. Je me suis penché en arrière, les yeux fixés sur l'écran. Chaque titre de propriété, chaque testament falsifié, chaque fausse signature, tout cela laissait des traces. Des traces qui pouvaient être suivies, traquées, prouvées. C'est ce qu'ils avaient oublié. Les traces écrites ne disparaissent pas simplement parce que vous prétendez que quelqu'un n'existe pas. Ce à quoi il ne s'attendait pas, me suis-je dit tranquillement, c'est que m'effacer venait avec un reçu. Et maintenant, il était temps de l'encaisser. J'ai passé les 2 jours suivants dans un silence quasi total, ne parlant que lorsque c'était nécessaire. Mon avocat, Jonah, n'avait pas besoin que j'explique grand-chose. Je lui ai envoyé tous les documents qu'15 avait postés. Il a lu tranquillement, a posé des questions précises, et quand j'ai hésité à savoir s'il fallait poursuivre, il a dit une chose. Voulez-vous que cela cesse? J'ai juste hoché la tête. Alors nous rendons cela public. Ce n'était plus la rage qui me motivait. Cette émotion s'était consumée. Ce que je portais maintenant était plus aiguisé, plus net. Cela ressemblait à du contrôle. À la fin de la semaine, Jonah avait déposé des mises en demeure précontentieuses contre la succession Creed pour détournement d'actifs, titres de propriété, fraude financière, effacement documenté, tout un langage soigné et professionnel qui effleurait à peine la surface de ce qu'ils avaient fait. Et puis Jonah a demandé comment je voulais qu'elle soit signifiée. J'ai dit, le moment choisi est crucial. Il a hoché la tête une fois, comprenant. Le matin de la répétition du mariage de Céline, ces enveloppes épaisses, estampillées légalement ont été discrètement livrées à l'avocat de la famille Creed devant les futurs beaux-parents de Céline, devant leur pasteur, devant les mêmes personnes qui croyaient chaque mot que ma famille avait répandu sur moi. Je n'avais pas besoin d'être là. Mon nom sur ces papiers était suffisant. Inz m'a envoyé un texto quelques minutes plus tard, ils ouvrent les enveloppes maintenant. Je n'ai pas répondu. À midi, Inz a appelé. Le visage de ton père, Anne. Il est devenu blanc. Céline tremblait. Les gens posaient des questions. Laisse-les faire, ai-je dit. Cette nuit-là, Jonah a transféré une photo que quelqu'un à la répétition avait postée en ligne. Une photo prise sur le vif, mais assez claire. Céline en pleurs. Mon père criant, le doigt pointé sur le visage de quelqu'un. Je l'ai sauvegardé sans sourciller. Mais je n'avais pas fini. 3 jours plus tard, Inz a fait ce que je ne pouvais pas faire. Le brunch familial avant le mariage devait être leur dernière image de perfection, un événement mis en scène pour convaincre les nouveaux beaux-parents de Céline de leur histoire familiale impeccable. Inz est arrivée tôt, faire-part en main, mais elle portait autre chose, le testament original. Inz m'a raconté après coup comment cela s'était passé. Elle s'est dirigée directement vers la table où étaient assis les parents du fiancé de Céline. Elle a posé le document devant eux et a dit d'une voix que tout le monde pouvait entendre, voici la vérité sur Anne Holloway.
David s'est levé, essayant de l'éloigner. Céline l'a supplié d'arrêter, mais les papiers avaient déjà été touchés, déjà lus. Les gens ont vu les noms. Mon nom. Quelqu'un a pris une photo. Un invité, peut-être. Cela n'avait pas d'importance. Hinz a dit que Céline sanglotait. J'ai demandé à Hinz, as-tu dit autre chose? Elle a fait une pause, la voix tremblante. Non. Ils en avaient assez vu. Après cela, Jonah a confirmé que ma famille avait essayé d'étouffer l'incident, demandant aux invités de supprimer les photos, mais c'était trop tard. Assez de gens savaient. Et mon père, il a renvoyé l'avocat de la famille. Je me suis assise à ma table ce soir-là, lisant les mises à jour tranquilles que Jonah envoyait. Pas de commentaires, juste des faits. Les textos courts et tremblants d'Hinz. Et la photo. Toujours la photo. Je n'étais pas en colère. Je n'étais pas triomphante. Je n'étais rien. Mon café était de nouveau froid. Mon appartement silencieux. La justice n'est pas la victoire. C'est la preuve. C'est la preuve que j'existais. Et ce jour-là, pour la première fois, je n'étais plus la sœur invisible. Mais il n'avait pas fini. Pas encore. J'étais assise dans mon appartement, le téléphone posé face contre la table, mon ordinateur portable ouvert mais intact. Un seul message d'Hinz clignotait silencieusement à l'écran, le mariage, c'est aujourd'hui. Dehors, par ma fenêtre, sans José continuer sa vie comme si de rien n'était. Je pouvais presque envier cela, car à quelques milliers de kilomètres de là, ma famille se préparait à célébrer sans moi, comme il l'avait toujours prévu. Mais cette fois, je n'allais pas prétendre que je n'existais pas. Plus maintenant. Des heures ont passé. Je n'ai pas beaucoup bougé. Les mises à jour arrivaient au compte-gouttes d'Hinz, des lignes courtes et simples. Ils ont commencé en retard. Céline est tendue. Les invités demandent où tu es. Et puis est arrivé le premier vrai changement. Le message d'Hinz disait, les beaux-parents ont reçu la lettre. Je me suis penché en arrière, j'ai expiré, et j'ai regardé le plafond. Quelque part à l'intérieur de ce lieu au Texas, pendant qu'il suspendait des guirlandes lumineuses et polissait des flûtes de champagne, les documents de mon avocat étaient arrivés, livrés entre les mains des futurs beaux-parents de Céline. Le vrai testament, la preuve, la simple vérité que j'avais toujours existé, peu importe les efforts de ma famille pour m'effacer. Je n'avais pas besoin d'être là. La présence n'était pas requise pour faire du bruit. Le message suivant d'Hinz était tremblant. Il parle. Je pouvais l'imaginer sans effort. Mon père se tenant raide dans son costume, les lèvres se resserrant comme elles le faisaient chaque fois qu'il était acculé. Les sourires forcés de ma mère se fissurant à mesure que les questions s'accumulaient. Le fiancé de Céline entendant, peut-être pour la première fois, que la belle-sœur qu'on lui avait dit d'ignorer avait fait partie de l'héritage depuis le début. Le dénouement avait commencé. Au moment où Hinz a envoyé, Céline pleure. C'est public, j'avais arrêté de lire un instant. Je ne ressentais pas de victoire. Il n'y avait aucune joie là-dedans, juste une certitude froide et épuisée. Ils voulaient un mariage parfait. Au lieu de cela, ils ont eu des questions auxquelles ils ne pouvaient pas répondre au milieu du champagne et des fleurs. J'ai laissé mon thé refroidir à côté de moi. Des heures plus tard, après que la réception se soit effondrée et que les invités partaient tôt, un nom que je n'attendais pas est apparu sur mon écran, Émilie, la femme de David. Pendant une longue minute, j'ai juste regardé son nom. Et puis j'ai appuyé sur lecture. Sa voix était calme mais claire. Anne, j'ai pensé que tu devrais entendre ça. Je te l'envoie parce que j'en ai marre de tous. Puis le silence, jusqu'à ce qu'une autre voix prenne le relais. David, ivre, divagant, en colère. Je veux dire, qu'est-ce qu'on était censé faire? La garder sur les photos? Papa a dit qu'elle embarrasserait tout le monde. Bon sang, on l'a effacée pour une raison. Elle n'avait pas sa place dans l'avenir de cette famille. L'audio s'est arrêté là. Je n'ai pas sourcillé. Je n'ai pas pleuré. J'ai juste sauvegardé le fichier. Je ne l'ai pas posté publiquement. Pas de spectacle désordonné. Au lieu de cela, je l'ai transféré directement à la famille du fiancé de Céline. Silencieux, précis, comme un scalpel. Il ne s'agissait pas de vengeance. Il s'agissait de retirer la dernière pièce de leur narration, leur mensonge selon lequel m'effacer n'avait jamais été autre chose que de la honte. J'ai regardé message après message arriver d'Hinz.
Le fiancé de Céline est parti. Les gens ont entendu maman tout nier. Puis finalement, ils partent tôt. Et c'était tout. Le mariage qui devait couronner Céline comme la fierté de la famille s'était effondré sous le poids de leurs propres mensonges. Pas avec des cris, pas avec un scandale posté en ligne, juste des vérités silencieuses atterrissant là où elles le devaient. Je suis resté immobile, mon écran brillant d'un bleu doux dans l'obscurité. Je ne me sentais pas comme une gagnante. Je ne célébrais pas. Il n'y avait pas de discours à faire. Pas de toast au champagne en attente. Je n'ai pas gagné. J'ai juste arrêté de perdre. Et quand mon téléphone a vibré une dernière fois cette nuit-là, ce n'était pas Inz. Ce n'était pas Émilie. Ce n'était même pas David. C'était mon père. Un seul texto. Anne. Mon nom. Pour la première fois depuis des années, il m'appelait par mon nom. À ce moment-là, cela n'avait plus d'importance. Je me souviens avoir pensé cela en regardant leurs messages s'accumuler et des appels manqués, des messages vocaux que je n'ai jamais écoutés. Même le texto de ma mère, celui qui disait « On peut parler ?» Juste une fois, s'il te plaît, me semblait venir d'une étrangère. Des semaines s'étaient écoulées depuis l'effondrement du mariage, depuis que leur tableau soigneusement peint s'était brisé devant des gens qui, pour une fois, n'étaient pas aveugles à mon égard. Je pensais que je ressentirais peut-être quelque chose. De la satisfaction, du soulagement, peut-être même du triomphe. Mais surtout, j'en avais fini. J'étais assise dans la petite maison que j'avais achetée en périphérie de San José, au pied des collines. Rien d'extraordinaire. 2 chambres, un jardin assez grand pour un potager dont je n'étais pas encore tout à fait sûr de savoir comment m'occuper, mais c'était à moi. Payé avec mon travail, pas avec le nom de ma famille. Il y avait de la paix là-dedans. Chaque matin, je préparais du café et m'asseyais sur la marche arrière, regardant le brouillard descendre des montagnes. Je répondais à quelques courriels professionnels, participais à des réunions quand il le fallait. Le silence n'était pas lourd ici. Il était pur. Pas de voix qui me pressait. Pas d'attentes enroulées autour de chaque mot. Personne ne me demandant de rester immobile et de sourire pour une photo où je n'étais pas censé être. Inz est venue me rendre visite une fois, discrètement. Elle n'a pas dit grand-chose, a juste déballé quelques boîtes que je n'avais pas encore touchées, comme elle le faisait toujours quand les mots ne suffisaient pas. Et c'est là qu'elle l'a trouvé. Je savais ce que c'était avant qu'elle ne le déballe, avant même que le papier ne glisse. Le vieux cadre photo en bois, chêne foncé, légèrement ébréché dans un coin depuis la fois où je l'avais fait tomber de l'étagère par accident quand j'avais 10 ans. À l'intérieur, c'était moi, une photo d'il y a des années. J'avais peut-être 8 ans, tenant un ruban de foire scientifique, le visage à moitié caché derrière des cheveux trop longs pour mon visage à l'époque. Inz devait l'avoir gardé en sécurité tout ce temps. Elle n'a pas demandé si je voulais l'accrocher. Elle l'a juste laissé à côté de moi sur le comptoir de la cuisine et est sortie s'occuper du buisson de romarin envahissant près du porche. Je suis resté là, tenant ce cadre plus longtemps que je ne l'admettrais. Une partie de moi pensait que je devrais peut-être l'accrocher. Peut-être que c'était à ça que la guérison devait ressembler. Réclamer ces morceaux perdus, leur redonner de l'espace. Mais alors que le soleil de l'après-midi se déplaçait à travers la fenêtre de la cuisine, je savais que je n'avais pas besoin de voir cette fille sur le mur. Elle était déjà en moi. Elle avait survécu. J'ai glissé doucement le cadre dans le tiroir du bas de ma commode, les refermé doucement, et j'ai murmuré dans le calme, presque trop bas pour que même moi je l'entende, certaines histoires n'ont pas besoin de murs. Inz, elle savait. Plus tard dans la soirée, alors que la maison sentait légèrement la menthe et la terre fraîche de son jardinage, nous nous sommes assises sur le porche sans dire grand-chose. Elle a versé du thé. J'ai siroté le mien. Pour la première fois depuis des mois, peut-être des années, j'ai senti que je pouvais respirer sans m'excuser. À un moment donné, mon téléphone a de nouveau vibré. Un autre message. Je n'ai pas regardé. Ils appellent encore, a demandé doucement Inz. J'ai hoché la tête. Tu comptes répondre? J'ai secoué la tête. Et puis, plus pour elle que pour moi, j'ai dit à voix haute, je ne les déteste pas. Elle m'a regardé pendant un long moment. Tu n'es pas obligé. J'ai compris alors. Le pardon n'était pas nécessaire pour guérir. Je ne leur souhaitais pas de mal. Je ne souhaitais juste pas répondre. Plus maintenant. Leur silence maintenant était ma liberté. Les jours ont passé. Le travail a repris.
La maison s'est installée autour de moi, devenant moins une échappatoire et plus un foyer. J'ai appris quels voisins promenaient leurs chiens devant ma clôture, quelle boulangerie locale était trop chère mais faisait du pain qui valait chaque centime. Et pourtant, une boîte restait non ouverte dans le couloir. Je savais ce qu'il y avait à l'intérieur. Ce n'est pas un skill à déballer. Ce n'était pas sa place. Tard un soir, après avoir terminé un peu de travail, je me suis assise près de la boîte et je l'ai ouverte. À l'intérieur, près du haut, se trouvait le brouillon de la lettre, celle que j'avais écrite à mon père des mois avant que tout ne s'effondre. Des pages et des pages essayant de m'expliquer, essayant de demander pourquoi. Pourquoi n'étais-je pas assez? Pourquoi avait-il besoin que je sois invisible? J'ai tenu la lettre dans des mains tremblantes. Et puis, sans lire un mot, je l'ai déchirée, morceau par morceau, lentement, délibérément. J'ai regardé les bouts de papier tomber dans la poubelle à côté de moi, doux comme une chute de neige. Pas de rage, pas de tristesse, juste une libération. Je n'avais plus besoin de ces réponses. Je n'avais plus besoin de rien d'eux. Je n'étais pas effacé. J'étais simplement absente de la mauvaise histoire, et je n'avais aucun intérêt à la réintégrer.